tous, dans ces annales de brevet 2017, le sujet est tombé en Amérique du Nord, on va traiter la partie physique. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vous rappelle que pour l'épreuve de sciences consécutive à l'épreuve de maths, vous avez un quart d'heure de pause après les maths. Profitez-en pour remplir les en-têtes des nouvelles copies qu'on va vous donner. Vous avez deux matières à traiter. Les trois quarts du temps, on va vous demander de les faire sur deux copies distinctes. Donc prenez bien le temps de le faire avant qu'on vous donne le sujet. Vous n'aurez plus le temps sinon après de remplir les en-têtes. Donc préparez deux copies, une sur laquelle il y aura marqué physique et l'autre SVT. Ce sujet de brevet passé en Amérique du Nord, le voici. Nous sommes donc dans la deuxième partie. Je vous rappelle que la première partie, c'est les maths. Physique, chimie, série générale. On vérifie toutes les infos. 1 heure, 50 points, dont 5 points pour la présentation de la copie et l'utilisation de la langue française. Vous avez intérêt à faire des trucs propres, mettre des titres à vos schémas. Évitez de mettre trop de blanc ou vaut mieux quelque chose de propre et il y a la règle. Faire quelque chose de net. On vous dit, dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. Ce sujet comporte 7 pages numérotées de la page 1 sur 7 à 7 sur 7. Première chose, allez on y va. 1 sur 7, 2 sur 7, 3 sur 7, 4 sur 7, 5 sur 7, 6 sur 7 et 7 sur 7. Si vous manque une page, vous demandez un sujet supplémentaire. Pour chaque discipline, le candidat doit composer sur une copie distincte et ceci dans l'ordre qui lui convient. Donc vous allez avoir vos deux copies, une pour la physique, une pour la SVT. Vous commencez par ce que vous voulez faire 3 questions de physique, 2 de SVT puis revenir à la physique, vous pouvez, c'est pas interdit, vous avez 1 heure pour gérer les deux exercices. Dernière chose, attention, annexe, page 7 sur 7 est à rendre avec la copie. L'annexe, la voilà, c'est bien marqué, à rendre avec la copie. Vous ne mettrez pas votre nom dessus, d'accord? Elle sera agrafée à l'intérieur de votre copie, ne vous inquiétez pas. Dernière chose, l'utilisation de la calculatrice est autorisée. Ah, calcul à faire. On s'attend à les avoir en physique chimie, pas en SVT. L'utilisation du dictionnaire est interdite. Sur la deuxième page, nous avons la thématique commune au sujet de maths, physique chimie et SVT. C'est la santé. On y va pour la physique? C'est parti! Physique chimie, 30 minutes, 25 points, c'est vous qui gérez les 30 minutes. Vous êtes nul en physique chimie, vous voulez assurer la SVT, vous faites 40 minutes en SVT, 20 physique chimie, c'est votre choix. Attention, donc 22,5 points et 2,5 points pour la présentation, ça on commence à avoir l'habitude. Et là, toute réponse, même incomplète, montrant la démarche de recherche du candidat sera prise en compte dans la notation. C'est-à-dire que vous faites un essai de démarche pour expliquer ce que vous voulez faire. Et même si vous vous plantez, vous ne choisissez pas le bon truc. Du moment que vous respectez les étapes de la démarche scientifique, c'est-à-dire j'ai un problème, je me pose une question, je fais une première observation, j'émets une hypothèse, je fais une expérience, j'interprète, je conclus, ça va vous rapporter des points. Premier exercice, on parle de l'aspirine, petit texte de présentation. L'acide acétylsalicylique est plus connu sous le nom d'aspirine. C'est la substance active de nombreux médicaments utilisés dans les traitements de la douleur, antalgique, de la fièvre, antipyrétique et des inflammations anti-inflammatoire. En France, plus de 200 médicaments commercialisés contiennent de l'aspirine. Et là, on nous montre la molécule avec la formule de l'aspirine. C'est assez intéressant. On peut se demander, tiens, si on ne va pas avoir une question là-dessus. Et regardez la première question. Indiquez le nombre d'atomes d'oxygène présents dans la molécule d'aspirine. Ah bah tiens, la molécule, elle est là. On vient de la voir. C9, donc 9 carbone, H8, 8 hydrogène, O4, 4 oxygène. Donc la réponse à la question 1, c'est 4 fois oxygène. Oh, bah c'est facile, on a déjà gratté les points. Question numéro 2. Pour certains traitements médicaux particuliers, le médecin prescrit des gélules d'aspirine gastro-résistantes afin que l'absorption de la substance active se fasse au niveau de l'intestin plutôt qu'au niveau de l'estomac. Comme leur nom l'indique, les gélules gastro-résistantes résistent à l'acidité de l'estomac, dite acidité gastrique, grâce à la pellicule spécifique dont elles sont enrobées. Ouh, avant d'aller plus loin, on reprend le texte. Ça fait 2 fois qu'on nous dit un mot bizarre, là. Gastro-résistante. Bon, bah, il y a résistante, donc elle résiste à quoi? Gastro, acide gastrique, bah, elle résiste aux acides de l'estomac. Et effectivement, comme leur nom l'indique, les gélules gastro-résistantes résistent à l'acidité de l'estomac, dite acidité gastrique, grâce à, tiens, ça c'est intéressant, une pellicule spécifique dont elles sont enrobées. Ça veut dire qu'autour de la gélule, là, du médicament, il y a un truc bidule truc, là, hop, ça, qui résiste. Il résiste à quoi? Bah, à l'acidité de l'estomac. Ça veut dire
que ces médicaments ne doivent pas être dissous dans l'estomac. Ils doivent être dissous plus loin. Vous avez vu en cinquième le trajet des aliments, ils passent par la bouche, l'œsophage. Ensuite, ils vont dans l'estomac. Qu'est-ce qu'on vous dit estomac? pH 2. pH 2, c'est acide. D'accord? Donc nos gélules, elles doivent résister à cette acidité. Ensuite, ça passe dans l'intestin. Donc intestin, pH compris entre 7 et 8. Là, on est sur du neutre. Et ensuite, gros intestin, pof, et je vous fais pas un dessin, vous évacuez les déchets. Donc ici, on voit tout de suite où ils veulent nous emmener. On nous parle d'une gélule gastro-résistante et comme par hasard, on nous donne le pH de l'estomac et le pH de l'intestin. Ouh, ça sent la petite expérience chimique, ça. On continue. En exploitant le document 1, proposer un protocole expérimental permettant de prouver qu'une gélule d'aspirine gastro-résistante résiste à l'acidité gastrique. On pourra formuler la réponse sous forme de texte et ou de schéma. Alors, document 1, c'est celui-là. On a déjà travaillé dessus, donc c'est facile. On sait qu'on a un truc acide, un truc neutre, que la gélule, elle doit traverser cet estomac acide sans être dissoute. Il faut qu'elle se dissolve plus loin. C'est dit dans le texte. Afin que l'absorption de la substance active se fasse au niveau de l'intestin plutôt qu'au niveau de l'estomac. Ça veut dire que la substance doit être libérée dans l'intestin et non pas dans l'estomac. Donc, la pellicule doit être dissoute dans l'intestin et non pas dans l'estomac. Donc, la pellicule doit résister à de l'acidité, mais ne doit pas résister à du pH neutre. Comment est-ce qu'on pourrait vérifier, puisque c'est ce qu'on nous demande, de faire un protocole expérimental permettant de prouver, donc vérifier, qu'une gélule d'aspirine gastro-résistante résiste à l'acidité gastrique? On pourra formuler la réponse sous forme de texte et ou de schéma. Donc, est-ce qu'on vous demande de présenter une expérience? Pour répondre à ce genre de questions, vous devez faire un protocole. Vous avez 3 étapes à respecter. Ce que je fais, comment je le fais et ce que j'attends. Donc ce que je fais, je veux tester la résistance de ma gélule à l'acidité gastrique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une gélule dans un flacon avec un produit acide et je vais mettre une autre gélule dans un flacon avec un produit neutre. Et je vais comparer si effectivement dans le produit acide, ma gélule se dissout ou pas. Donc ce que je fais, je teste la résistance de l'enrobage de ma gélule dans un milieu acide et dans un milieu neutre. Je vais donc préparer ici par exemple 2 béchers dans lesquels je vais mettre 2 milieux, un milieu acide et un milieu neutre. Qu'est-ce que je peux mettre comme acide que vous connaissez? L'acide chlorhydrique. Cet acide chlorhydrique, il a un pH de 2. Alors attention, vous aurez pris une bandelette test à T égale 0 minutes. Hop, vous trempez, vous faites le test, vous vérifiez que vous êtes bien pH 2. Et vous prenez donc dans notre flacon, vous allez mettre un milieu neutre, voire légèrement basique. Par exemple, la solution d'hydroxyde de sodium qui est un pH 7-8. Et vous allez donc également vérifier avec la bandelette test à T égale 0 minutes que vous avez bien un milieu de pH 7-8. Et ensuite, une fois que les tests à la bandelette sont faits, vous êtes sûr de l'acidité, de la neutralité ou de la basicité de votre flacon, vous allez pouvoir mettre votre gélule à tester. Et vous allez attendre donc 10 minutes, un quart d'heure, voir ce qui se passe. Alors à quoi peut-on s'attendre à T plus 10 minutes? Eh bien, si notre gélule est bien gastro-résistante, normalement dans ce milieu-là, elle n'est pas dissoute, alors que dans le milieu 2, elle est dissoute. Si vous obtenez ces résultats, vous avez réussi à prouver que votre gélule est bien gastro-résistante. Ok, on arrive à la question 3. En cas de fièvre, il est recommandé d'ingérer 500 mg d'aspirine sous la forme d'un comprimé à dissoudre au préalable dans un grand verre d'eau. Grand verre d'eau, 500 mg d'aspirine. Exploitez le document 2 afin de déterminer le volume d'eau minimal nécessaire à la dissolution du comprimé. Volume d'eau minimal nécessaire à la dissolution du comprimé. Commentez le résultat. Tiens, commentez. Faut en parler. Parler du résultat. Et là, on nous donne un indice au cas où vous auriez oublié votre leçon. On rappelle que la dissolution est le processus par lequel une substance solide ou gazeuse mise au contact d'un liquide passe en solution. Par exemple, la dissolution du sel dans l'eau permet d'obtenir de l'eau salée. Alors, que nous dit le document 2? C'est ce qu'on appelle une carte mentale. Vous avez un mot principal au centre et vous avez des traits qui vous emmènent à des idées associées à ce mot. La solubilité, elle est notée S. Elle s'exprime en grammes par litre. C'est la masse maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant. 1 litre, solvant, et je vais mettre un machin, donc une masse, hop, je vais mettre dedans. C'est la masse maxi. Ok, ça j'ai pigé, je continue. Le soluté, c'est la substance chimique qui est dissoute. Le soluté ici, ça va être quoi? Ça va être l'aspirine. C'est ça qu'on veut dissoudre. Solubilité de l'aspirine. Le solvant, finalement, ça va être quoi? Ça va être de l'eau, puisqu'on met notre comprimé d'aspirine dans de l'eau. Donc on continue.
Le solvant, c'est le liquide qui dissout le soluté. Ah bah tiens, j'y étais. Allez, l'eau. Et qu'est-ce qu'on nous apprend? Que la solubilité de l'aspirine, elle va dépendre de quoi? Elle va dépendre de la température de l'eau dans laquelle on va mettre le comprimé. Si l'eau est à 15 degrés, 2,5 g par litre. Si l'eau est à 25, 4,6 g par litre. Si l'eau est à 37, 10 g par litre. Donc ici, on voit très bien, on va avoir un problème en fonction de la température de l'eau. Oui, d'accord, mais maintenant, on nous demande exploiter le document 2 afin de déterminer le volume d'eau minimal nécessaire à la dissolution du comprimé. Commentez le résultat, on nous en dit pas plus. Bon, on a toutes les infos là, mais ça, on en fait quoi? Allez, on réfléchit. 37 degrés, c'est quoi? C'est la température du corps. Est-ce que c'est la température de l'eau du robinet? Non. 25 degrés, c'est la température extérieure de l'air. Est-ce que c'est la température de l'eau? Non. 15 degrés, ça, c'est la température de l'eau qui sort du robinet. C'est frais. Donc, on va travailler avec ça, 2,5 g par litre dans une eau à 15 degrés Celsius. Donc, il faut que je retrouve finalement le volume d'eau, c'est ce qu'on me demande, le volume d'eau que je vais devoir mettre dans mon verre pour pouvoir dissoudre correctement mes 500 mg d'aspirine. Si je ne mets pas le bon volume d'eau, je vais me retrouver avec des grains d'aspirine dans le fond du verre et je ne vais pas tout boire et je ne vais pas guérir ma fièvre. On a dit, on choisit S à 15 degrés, c'est-à-dire 2,5 g pour 1 litre d'eau. Voilà, ça c'est la solubilité qu'on a retenue puisqu'on a dit que l'eau du robinet sortait à 15 degrés. Je dois trouver mon volume d'eau. Alors, mon volume d'eau pour faire quoi? Pour dissoudre les 500 mg d'aspirine. Qu'est-ce que je sais? Que 2,5 g correspondent à 1 litre d'eau. Moi, je veux 500 mg. 500 mg, ça fait 0,5 g. Il me faut donc combien de litres d'eau pour avoir une dissolution parfaite de 0,5 g? Bon, et ben c'est simple, on fait le produit en croix. 0,5 g fois 1 litre divisé par 2,5 g. Et ben regardez, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que, hop, je supprime, j'annule les unités. Il me reste des litres. J'ai donc 0,5 g divisé par 2,5. Ça me donne 0,2 litres. Et 0,2 litres, ça fait quoi? Ça fait 20 centilitres. Ça fait un verre normal de la vie de tous les jours. Voilà, j'ai répondu à mes questions de physique. On se retrouve dans une autre vidéo pour la SVT.